Bonjour et bienvenue chez Numérique. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier fleuron des fleurons de Samsung, le Galaxy S20 Ultra. Il possède une fiche technique spectaculaire avec un capteur photo de 108 mégapixels, un écran 120 Hz et une batterie de 5000 mAh. Et il s'agit tout simplement du meilleur smartphone jamais passé dans nos labos. Cependant, tout n'est pas rose pour Samsung et c'est ce dont on va parler dès maintenant. Commençons par l'ergonomie et le design. Forcément, nous sommes ici face à un téléphone lancé à 1359 €, donc il a des finitions premium. On a une couche Gorilla Glass 6 à l'arrière comme à l'avant, on a un protège-écran à l'avant qui permet d'éviter les rayures, on a un corps en aluminium qui est très bien fini, une dalle qui occupe une grande partie de la façade, on a juste un petit poinçon pour le capteur frontal, c'est plutôt joli. On a un téléphone qui est également certifié IP68, donc qu'on peut immerger, enfin en tout cas qui peut résister à une immersion jusqu'à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes. Et finalement, il n'y a que deux petites lacunes en termes d'ergonomie et design sur ce Galaxy S20 Ultra. Il y a d'une part l'imposant îlot photo au dos du téléphone, qui a tendance à gâcher l'esthétique globale du mobile, et qui en plus ressort tellement qu'une fois posé sur une table, ce S20 Ultra a tendance à être bancal. L'autre lacune, c'est l'absence de connectique mini jack 3,5 mm et d'adaptateur USB-C vers mini jack. Ce qui fait qu'on est obligé de faire avec les écouteurs qui sont fournis par Samsung, qui sont plutôt acceptables, ou alors avec ses écouteurs Bluetooth à soi. Donc il faut être équipé, il faut le savoir, c'est quelque chose qui est maintenant, qui devient de plus en plus la norme, les adaptateurs mini jack disparaissent. Il faut savoir avant d'acheter donc ce Galaxy S20 Ultra. En termes d'ergonomie, Samsung fait ce qu'il peut avec un téléphone aussi grand, puisqu'avec sa dalle de 6,9 pouces, on a un téléphone qui fait plus de 16 cm de hauteur. Forcément, c'est compliqué de l'utiliser d'une seule main. Samsung a fait des efforts. On a par exemple la barre latérale qui permet d'installer des raccourcis sur le côté de l'écran et qu'on peut activer d'un mouvement du pouce. On a également la navigation par geste qu'on connaissait de l'iPhone, qu'on connaissait d'iOS, qui permet de retourner en arrière, pareil, avec des mouvements qu'on peut faire en haut, au milieu ou en bas de la dalle. Donc tout ça permet de faciliter la navigation, mais globalement, on est très loin, par exemple, de la navigation d'un Galaxy S20 qui est déjà un peu grand, mais beaucoup plus accessible d'une seule main. Il faudra le savoir et il faudra être prêt à s'encombrer d'un téléphone qui fait plus de 220 grammes avec ce Galaxy S20 Ultra. Sur ce Galaxy S20 Ultra, Samsung a décidé d'intégrer une dalle dynamique OLED de 6,9 pouces. La particularité de cet écran, c'est qu'il est capable d'afficher en 120 Hz. Avec ce taux de rafraîchissement qui correspond donc à 120 images par seconde, on permet une navigation qui est extrêmement fluide. On a un scroll dans les menus ou sur internet qui est très fluide et très agréable, ce qui fait que c'est assez difficile de retourner vers 60 Hz qui a l'air tout de suite de ralentir un peu tout le temps. Donc cette dalle est non seulement très bien grâce à son 120 Hz, mais elle est également très bien calibrée. Il suffit juste d'aller dans les paramètres, choisir le profil d'écran naturel, et là on va avoir une calibration qui est idéale. On va avoir une température des couleurs à 6597 Kelvin, qui est extrêmement proche de la température des couleurs attendue par la norme vidéo, qui est, elle, positionnée à 6500 Kelvin. Et en gros, cela signifie qu'un réalisateur, quand il va calibrer son image pour un film ou une série, il va la calibrer à 6500 Kelvin et du coup, l'écran va reproduire une calibration des couleurs qui est identique. De la même façon, le delta E moyen est en dessous de 3, il est situé à 2, ce qui fait que les aberrations chromatiques qui peuvent être créées par l'écran sont tellement faibles que l'œil nu n'arrive pas à les repérer. Donc globalement, on est face à un écran qui va être donc très pratique, très agréable pour mater ses séries, pour regarder ses films, et en plus de ça, qui va être extrêmement lumineux. Il va monter à plus de 800 candela par mètre carré et va descendre jusqu'à 1,7 candela par mètre carré. Ce qui fait qu'en fait, il va rester lisible en plein soleil, mais il ne va pas brûler la rétine quand on est dans l'obscurité et qu'on le regarde dans son lit par exemple. Le seul petit défaut de cet écran, c'est que Samsung a choisi d'y positionner un film plastique par-dessus, un film de protection qui a une réflectance très élevée. Ce qui fait qu'en fait, quand on va le poser et tout ça, on va avoir des reflets. C'est compensé par la luminosité qui est très élevée, mais c'est pas non plus idéal. Et ça lui fait perdre quelques 0,2 points sur notre notation, ce qui fait que l'écran est très bon, il prend 5 étoiles, mais il n'est pas parfait non plus.
À noter que nous avons choisi de garder le film protecteur dans nos tests. Pourquoi? Parce que nous partons du principe que la plupart des utilisateurs vont le garder. Le film est assez compliqué à enlever et on ne le sait pas forcément qu'il est là. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. À ce moment-là, vous aurez du coup une réflectance qui sera plus faible et une luminosité maximale qui sera plus élevée, mais votre écran ne sera pas protégé. Et il faudra compter, si vous comptez le protéger, sur des protège-écrans de marque tiers. Donc là, c'est à vous de voir. Nous vous conseillons de le laisser. Il provoque certes une réflectance un peu plus élevée, mais globalement, l'écran est tellement bon que ça pose pas trop de problèmes. Du côté des performances, il faut bien avouer que nous ne sommes pas les mieux lotis en Europe, puisque Samsung continue de vouloir imposer ses puces Exynos sur le vieux continent. On a donc ici une puce Exynos 990 épaulée de 16 Go de RAM, là où les Américains ou les Coréens, par exemple, ont une puce Snapdragon 865. Le problème, c'est que ces puces Exynos sont connues pour être un peu plus limitées que celles de leurs concurrents, que ce soit chez Qualcomm avec le Snapdragon 855 du Pixel 4 par exemple, et chez Huawei avec le Kirin 990 du Mate 30 Pro. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir une puce Exynos 990 très pertinente en multitâche. On va avoir le S20 Ultra qui est le meilleur téléphone en multitâche. Il est extrêmement fluide, on peut naviguer très facilement entre les applications, il ne va jamais laguer. En revanche, en jeu, il décroche complètement par rapport à sa concurrence directe. Et c'est ça le problème, puisqu'en fait, chez Qualcomm ou chez iSilicon qui fabrique les puces Kirin, on va avoir des puces qui sont aussi bonnes en multitâche qu'en jeu. Là, on a un indice global qui est du coup nettement plus faible que sur le Pixel 4 qui est notre meilleur smartphone équipé d'une puce Snapdragon ou sur le Mate 30 Pro qui est notre meilleur smartphone avec une puce Kirin. Donc globalement, c'est un peu dommage. On regrette que Samsung continue d'utiliser ces puces Exynos. On ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs. Officieusement, ça pourrait être pour une question de coût. Ces puces-là sont fabriquées en interne, donc coûtent moins cher et du coup permet de s'épargner un contrat avec Qualcomm, mais nous n'en savons pas beaucoup plus et nous espérons qu'un jour nous aurons droit nous aussi à nos puces Snapdragon. Globalement, malgré ce petit décrochage en jeu, il faut quand même dire que cette puce Exynos 990 est très pertinente. On va avoir un téléphone qui va convenir à 99% des usages et qui finalement va seulement avoir des problèmes face à des jeux extrêmement énergivores. Et il n'y en a encore pas beaucoup. Donc globalement, on est quand même sur un téléphone très performant. Parlons maintenant du gros morceau de ce Galaxy S20 Ultra, la photo, puisqu'il possède sur son dos pas moins de 4 modules photo. On a un module principal avec un capteur de 108 mégapixels, c'est un module grand angle traditionnel. On a un module ultra grand angle de 12 mégapixels et un module périscopique téléobjectif 4x de 48 mégapixels. En plus de cela, on a un capteur TOF qui permet en gros d'améliorer le mode portrait du téléphone. Commençons par le module en 108 mégapixels. Il permet de capturer des photos soit en 108 mégapixels, soit en 12 mégapixels. Et commençons par le 108. En 108, on a des photos qui sont d'excellente qualité. Samsung ne traite quasiment pas les clichés. Et en plus de ça, le téléphone parvient à les capturer assez rapidement. Là où sur le Xiaomi Mi Note 10, qui lui aussi avait un capteur de 108 mégapixels, on avait une latence de jusqu'à 5 secondes entre le moment où on prend la photo et le moment où on peut la regarder, le moment où on peut faire autre chose sur son téléphone, là, le S20 Ultra va être très réactif. Ce qui est plutôt agréable, parce que quitte à faire des photos en super définition, autant que l'application soit ergonomique. En plus de ça, on va avoir donc des clichés qui sont naturels, pas très traités, et de nuit, ça va être très bien. On a limite les meilleurs clichés qu'on ait jamais vus sur un smartphone. En revanche, le problème, c'est qu'on va passer en 12 mégapixels. De base, le téléphone est en 12 mégapixels et je pense que la majorité des gens vont capturer des photos en 12 mégapixels car même si c'est ergonomique en 108, ça reste quand même plus simple et plus fluide en 12 mégapixels. Pour passer du 108 au 12, ce qui se passe, c'est que Samsung utilise la technique du pixel binning. Le pixel binning, c'est quand on fusionne plusieurs pixels pour qu'ils travaillent de concert et capturent ensemble de la lumière. En gros, sur un capteur de téléphone, les capteurs sont tellement petits et les photosites sont tellement petits qu'ils vont avoir beaucoup de mal à capturer de la lumière.
en les faisant travailler ensemble, on va pouvoir avoir des photosites qui sont plus gros et du coup capturer plus de lumière. Et là où traditionnellement, par exemple sur le Xiaomi Mi Note 10 ou sur les téléphones de Honor, de Realme, on va avoir du pixel binning à partir de 4 pixels, ce Galaxy S20 Ultra et ce module 108 mégapixels fait du pixel binning à partir de 9 pixels, ce qui permet en théorie d'avoir des photos de nuit qui sont plus lumineuses et de meilleure qualité. Le problème, c'est que Samsung traite beaucoup son image. Comme sur tous ses autres téléphones, que ce soit la gamme des A, la gamme des Note ou donc la gamme des S, on va avoir un traitement d'image un peu trop agressif, avec une accentuation des contrastes, avec un lissage qui est un peu exagéré et qui du coup va donner des photos qui sont pas très naturelles, mais disons instagrammables. On va avoir des contrastes qui ressortent et ça va être très agréable à l'œil. Si par exemple on prend une photo d'une mer, on va avoir les vagues qui ressortent vraiment, on va avoir un vrai contraste, on va avoir quelque chose d'assez joli, mais finalement ce n'est pas ce qu'on a vu. Il faut savoir du coup ce qu'on veut avec son appareil photo avant de se lancer dans un S20 Ultra. Et le problème de ce traitement d'image que fait Samsung, c'est qu'on le retrouve sur le module ultra grand angle ou sur le module téléobjectif qui, eux, par nature, vont avoir une qualité un peu moindre. Sur le module ultra grand angle, d'abord, on va avoir des photos de jour qui sont bonnes. En dehors de ce lissage et de cette accentuation, on va avoir quand même un bon piqué, on va avoir des photos qui sont complètement exploitables. De nuit, c'est un peu plus compliqué avec une scène qui est très lissée pour masquer justement le bruit électronique et du coup des clichés qui sont plus difficiles à exploiter et à lire. Mais c'est un détail dans la mesure où rares sont les smartphones capables de capturer de bonnes photos avec leur ultra grand angle de nuit. Parlons maintenant du module téléobjectif 4X, parce que si vous pensiez que c'était compliqué, maintenant ça va le devenir encore plus. Donc il s'agit d'un module périscopique téléobjectif 4X. Il embarque un capteur de 48 mégapixels et une focale équivalent 103 mm, donc environ 4x. Ce qui se passe, c'est que ce module ne va dans aucune situation choper des photos en 48 mégapixels. Il va automatiquement faire du pixel binning pour avoir des photos en 12 mégapixels. Ça, c'est en 4x. Ensuite, quand on va passer en 5x, 6x, 30x et 100x, l'application photo du S20 Ultra va opérer à du zoom numérique. C'est-à-dire qu'il va voir l'image en 48 mégapixels qui est imprimée sur le capteur et va cropper dedans, va couper dedans la partie qui l'intéresse. Cette partie qui est découpée va faire moins que 48 mégapixels et à terme, quand on monte à 100x, ça va faire moins que 12 mégapixels. Mais l'application va la redimensionner pour qu'elle fasse 12 mégapixels. C'est-à-dire qu'on va avoir un traitement d'image énorme pour en faire du 12 millions de pixels. Donc, sans surprise, on va avoir des photos qui sont pas terribles. Ce qui, à la limite, peut être intéressant, c'est qu'on distingue des formes. Vous avez dû le voir peut-être à ta gauche sur les premiers essais qui sont faits par différents journalistes et différents youtubeurs, mais on n'a pas de cliché exploitable. On va pas pouvoir prendre un visage, on va pouvoir montrer fièrement sa photo. Tout ce qu'on peut faire, c'est jouer un petit peu avec et se rendre compte que oui, on reconnaît ce qu'il y a écrit, oui, on reconnaît à peu près la personne qui est prise en photo. Ce qui est assez étonnant, c'est pourquoi Samsung n'a pas choisi d'intégrer un capteur de 108 mégapixels sur ce téléobjectif périscopique au lieu d'un capteur de 48 mégapixels qui lui permettrait du coup d'avoir un peu plus de mou et d'avoir une marge de manœuvre un peu plus importante. C'est probablement encore une fois une question de coût, mais Samsung ne répond pas à ces questions-là. Donc qu'est-ce que donne ce module téléobjectif déjà en 4x? En 4x, il va fournir de bonnes photos. On va avoir une image qui est exploitable, qui a quand même assez de piqué, malgré une accentuation et un lissage qui est propre à Samsung. De nuit, en revanche, on va avoir des aberrations chromatiques qui vont naître et du coup des clichés qui sont pas du tout naturels, qui sont pas très beaux et qui sont peu exploitables. Mais encore une fois, un smartphone qui serait capable de prendre des photos en 4x de nuit, pour l'instant, ça n'existe pas. À l'avant, on va avoir un module équipé d'un capteur de 40 mégapixels qui lui aussi va faire du pixel binning pour finalement capturer des photos en 10 mégapixels. Il fait de bonnes photos. Une fois qu'on a désactivé tout ce qui est filtre de beauté, etc., on va même avoir des photos qui sont naturelles et réalistes et c'est plutôt agréable. Le mode portrait est lui aussi plutôt pertinent avec un découpage logiciel qui se fait bien et qui ne rate que rarement sa cible. Enfin, le téléphone est capable de filmer en 8K.
encore un argument marketing de Samsung. Mais nous vous déconseillons de faire ça, car pour le moment, peut-être qu'une mise à jour logicielle arrivera et corrigera cela, mais pour le moment, les vidéos en 8K sont très granuleuses, ont tendance à avoir pas mal de ralentissements, à avoir du flou de bouger, donc c'est pas génial. C'est du 8K 30 fps forcément, et on vous conseille plutôt de filmer en 4K 60 fps. Dans ces conditions-là, le téléphone fait des vidéos qui sont excellentes. On a une superbe définition, on a une fluidité qui est à toute épreuve, une netteté qui est top, pas de problème d'exposition, etc. Et en plus de ça, on a des écrans qui nous permettent de lire de la 4K. Donc globalement, en photo, ce Galaxy S20 Ultra est très intéressant. Il propose mine de rien des choses qu'on a rarement vues ailleurs. On a un capteur 108 mégapixels qui est très bon, on a un téléobjectif 4x qui est très bon, on a un zoom 100x qui n'est pas excellent, mais qui a quand même le mérite d'exister, qui est quand même une proposition qui pourrait devenir pertinente au fur et à mesure des années. Et on a la possibilité de filmer en 4K 60 fps très facilement, donc ça c'est quand même plutôt top. Enfin, parlons de l'autonomie. Pour ce Galaxy S20 Ultra, Samsung intègre un accumulateur de 5000 mAh. Cela lui permet de tenir 16h44 sur notre protocole de test SmartVisor. 16h44 en 60 Hz, nous tenons à le préciser. 16h44, c'est une très bonne performance. C'est une performance qui vaut 5 étoiles. Mais c'est un peu moins que certains des téléphones de la concurrence, comme nous l'évoquons dans le test. Ce qui est intéressant, en revanche, ce qui est très pratique, c'est que grâce au chargeur 25 watts qui est fourni avec ce S20 Ultra, on peut recharger le téléphone en seulement 1 heure. Il passe de 15% à 100% en seulement 1 heure, ce qui est très pratique. Puisqu'on a un téléphone qui tient bien la route, c'est idéal de voir se charger aussi vite. Il faut maintenant noter qu'en 120 Hz, l'autonomie va chuter drastiquement. On va perdre 1 heure, voire 2 heures d'autonomie sur notre test SmartVisor et à l'usage encore plus. Si on passe notre temps à scroller et à utiliser le GPS et à utiliser l'appareil photo et à utiliser plein de choses en même temps, l'autonomie peut chuter drastiquement, ce qui peut poser un problème. Selon certaines rumeurs, Samsung serait en train de préparer un mode hybride passant de 60 à 120 Hz selon les utilisations, mais pour le moment, nous n'en avons pas eu vent. Ce qui se passe simplement aujourd'hui, c'est que si le téléphone passe en dessous de la barre des 5%, il me semble, là, il passe automatiquement en 60 Hz, mais nous vous conseillons de passer en 60 Hz avant cela. Globalement, ce Galaxy S20 Ultra est le meilleur smartphone passé dans nos labos. Il a 5 étoiles partout, il est aujourd'hui le seul à avoir 5 étoiles partout, mais il n'est pas pour autant le plus performant ou le plus autonome. En revanche, il est le plus homogène. Il va même avoir la 5G, ce qui va permettre de voir venir l'arrivée des nouveaux réseaux télécoms dans les prochaines années. Et du coup, avec ce smartphone, Samsung propose une vitrine technologique qui est très intéressante. On va avoir un petit aperçu de ce qui pourrait arriver dans les années prochaines, avec le 120 Hz sur les écrans qui pourraient se démocratiser, avec des capteurs de plus en plus définis et une autonomie énorme, et des téléphones énormes. Donc globalement, si vous voulez un téléphone qui correspond à 99,9% des usages, nous vous conseillons d'aller vers le Galaxy S20 Ultra, mais il faudra y mettre le prix. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce téléphone, nous vous conseillons maintenant de vous tourner vers notre test complet qui est disponible sur notre site internet. Et du coup, je vous dis à bientôt.